France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre pour notre partie débat. Conséquence indirecte de la guerre en Ukraine, les Européens sont obligés de revoir leur politique énergétique et alimentaire. Ils veulent se défaire d'une trop grande dépendance aux importations russes, de 40% pour le gaz, 20% pour le pétrole. Ils veulent se désintoxiquer aux 2/3 du gaz russe d'ici la fin de l'année. L'invasion de l'Ukraine empêche aussi ce grenier à blé de semer et de fournir ses voisins européens, alors qu'elle représente à elle seule 19% des importations de l'Union européenne. Oui, et les 27, d'ailleurs, se sont engagés à la neutralité carbone d'ici 2050. Le pacte vert s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction de 55% des émissions de CO2 dès 2030. Mais d'ores et déjà, des dérogations sont accordées en matière énergétique et revoilà le retour en grâce du charbon, par exemple. Du côté de l'agriculture, la Commission pourrait renoncer dans l'immédiat à imposer une baisse de 50% des pesticides d'ici 2030, laissant aux États membres la liberté de leurs propres objectifs nationaux. Et puis, en attendant, elle remet en fonctionnement toutes les terres jachères pour produire. Alors, la guerre en Ukraine sonne-t-elle le glas du pacte vert et de la transition écologique nécessaire dans la lutte contre le réchauffement climatique? Eh bien, pour en débattre, deux eurodéputés, Anna de Barnet-Grunenberg, bonjour, vous appartenez au groupe Les Verts qui voudrait accélérer la lutte contre le réchauffement. Votre pays, l'Allemagne, grand pays industriel, figure parmi les plus dépendants au gaz russe à 55% contre 17% en France. Et face à vous, Christian Silvio Bouzoy, bonjour. Bonjour. Originaire de Roumanie, qui orchestrait sa sortie du charbon pour 2030, mais qui reviendra peut-être là-dessus, comme son voisin bulgare, vous nous le direz tout à l'heure. Alors justement, si on commence par l'Allemagne, donc la grande puissance européenne qui tente de se désintoxiquer du gaz russe avec la suspension notamment du gazoduc Nord Stream qu'elle a pourtant construit pendant de longues années. À quel prix, j'ai envie de dire, à quel prix pour tout le monde, pour les consommateurs, pour cette Allemagne donc on renonce à ce gaz russe déjà partiellement et puis à plus long terme? Je pense qu'il faut vraiment être clair que nous sommes dans une période extrêmement tendue. Nous sommes tous aussi émus de ce qu'il se passe. Je pense que notre génération n'était pas capable de concevoir qu'à la limite de l'Europe, nous allons avoir la guerre avec cette brutalité. Et bien sûr, ce n'est pas le moment, je pense, de jeter la pierre les uns aux autres, mais il faut qu'on serre les rangs et qu'on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. L'Allemagne, de manière regrettable, nous les écologistes le déplorons depuis des décennies, est extrêmement dépendante de la Russie. C'est des choix politiques, Gerhard Schröder, Angela Merkel notamment. Exactement, donc des dernières décennies, on va dire le nouveau gouvernement est en place. Nous avions prévu d'accélérer encore, on va dire, la transition. Et bien sûr là, nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles. Nous voulons avec nos partenaires avoir des sanctions contre la Russie, évidemment. Mais bien sûr, il faut aussi regarder comment nos économies sont imbriquées, malheureusement dépendantes à un plus haut point de ces énergies. Et là, on voit ce qui est possible. Donc en fait, on voit ce qui est possible de diversifier, mais je ne pense pas que ce soit le moment de faire de la morale, parce que c'est vraiment une situation très difficile pour tous les pays. Alors, pas le moment de faire de la morale. Votre voisin, M. Bouzoy, la Bulgarie vient d'annoncer le report de la fermeture de ses centrales à charbon, dommage collatéral de la guerre en Ukraine. Vous comprenez, vos voisins bulgares, qu'ils choisissent l'urgence de leur indépendance énergétique plutôt que l'avenir de notre planète ? On peut les comprendre, bien sûr. Roumanie n'a pas pris cette décision pour le moment de revenir un peu plus à charbon. Nous avons encore le charbon dans notre mix énergétique. Mais bon, nous sommes concentrés plutôt, et ça, je soutiens ici au Parlement, comme président du comité Industrie, Recherche et Énergie, d'accélérer les renouvelables. Le solaire, bien sûr, l'éolienne, les autres renouvelables. Mais c'est possible de le faire dans l'urgence? Pas vraiment dans l'urgence, pas vraiment pour cette année, mais pour cette année, bien sûr, on a
d'autres mesures. C'est le stockage, c'est ce que la Commission européenne a proposé et a imposé un target pour tous les États membres, bien sûr, tient compte aussi par les spécificités de chaque État membre, dont le stockage est extrêmement important, et aussi diversifier les imports. On a beaucoup discuté avec la Norvège, on a beaucoup discuté avec l'Algérie. Bien sûr, c'est limité parce que de la péninsule ibérique, il n'y a pas suffisamment d'interconnexion pour faire ça. En Roumanie, bien sûr, on a l'interconnexion avec Bulgarie et Grèce. On peut avoir de l'Azerbaïdjan. Le gaz, donc réduire la dépendance de gaz russe. Mais on va aller chercher une dépendance ailleurs. À court terme. Mais au moyen terme, pour aussi aller pour Fit le 55, on doit accélérer les renouvelables. Et en Roumanie, je sais que peut-être n'est pas d'accord. Fit for 55, je traduis pour nos téléspectateurs. Non, c'est la baisse de 55% donc, de nos émissions d'ici 2030. Vous déjà l'évoquez au début, expliquant le pacte vert 2050 et Fit for 55 2030. Mais Roumanie, c'est le renouvelable et l'énergie nucléaire pour le moyen terme. Alors, justement, quand vous entendez ça, d'abord, il va y avoir des dérogations, on va pouvoir repasser comme énergie de transition au charbon. Des pays demandent d'ailleurs ces flexibilités pour plus long terme. Certains vont peut-être profiter de l'épisode ukrainien pour renoncer à ces objectifs contraignants, justement, du pacte vert. Est-ce que finalement, quand l'Union européenne est déjà dépendante du gaz russe à 40%, ça n'est pas réaliste de renoncer aux objectifs du pacte vert? Alors je pense que ce n'est pas le moment de se poser la question si on renonce au pacte vert. Le pacte vert, c'est l'avenir pour notre planète, c'est l'avenir pour nos enfants et ça l'Union européenne le sait vraiment. Nous sommes maintenant dans des mesures en fait de court terme et de peut-être moyen terme de revoir la trajectoire. Alors si certains pays veulent rallonger certaines centrales nucléaires par exemple, alors moi en tant qu'écologiste je suis vraiment pas, on ne peut pas soupçonner que je sois pro-nucléaire, ce n'est pas le cas du tout. Mais si on veut prolonger certaines phases de transition alors pour remplacer en fait de gaz russe ou de l'huile, du pétrole russe qui est très important, nous sommes très dépendants, c'est une chose qu'on peut voir maintenant à court terme et à moyen terme. Ce qui est en train de se passer, c'est que certains lobbies et certains pays qui ne voulaient de toute façon peut-être pas aller aussi rapidement. Lesquels ? Je ne peux pas le dire comme ça. Il y a certains pays qui n'étaient pas favorables à aller très vite, il faut le dire. Et maintenant, on voit que c'est un peu l'excuse pour peut-être remettre certaines technologies. Et je prends aussi la France, qui d'une certaine manière a fait le forcing pour mettre le nucléaire dans la taxonomie, dans l'acte délégué. Taxonomie verte. Dans la taxonomie verte, pour mettre les finances dans le monde renouvelable. On a mis maintenant, ou en tout cas la Commission propose de mettre le gaz et le nucléaire dans cet acte délégué. Avec des conditions très strictes. Avec des conditions très strictes, mais ce n'est pas vraiment du vert. On voit qu'il y a quand même une discussion où on ne sait pas des fois si c'est vraiment l'urgence, et elle est là l'urgence, ou si c'est aussi peut-être revoir un peu le planning à long terme. Et ça, je dis, il faut qu'on fasse attention. Maintenant, dans l'urgence court et moyen terme, il faut qu'on soit ouvert à d'autres solutions. Et comme je disais, il n'y a pas non plus, si nous on va chercher du pétrole maintenant dans les Émirats, ce n'est pas non plus une solution à long terme. C'est une dépendance qui est tout aussi nocive. Mais il faut maintenant, avec cet acte guerrier très agressif, il faut qu'on puisse montrer un peu le signe le plus clair à Poutine et à la Russie. Et ce sont en fait des choses qu'il faut faire. Par contre, à moyen et long terme, il faut qu'on garde cet objectif d'indépendance. Parce que les vraies seules énergies de liberté sont les énergies renouvelables. Alors pour l'heure, c'est le retour en grâce de l'énergie nucléaire, certes décarbonée, mais qui soulève d'autres problèmes comme la gestion des déchets. La Belgique, notamment, vient d'annoncer qu'elle retardait de 10 ans l'arrêt de ces 7 réacteurs. Il va y avoir finalement une unanimité des 27 autour de cette question du nucléaire grâce à Vladimir Poutine, M. Buzoy? Non, je ne crois pas. Et, il y a des pays qui n'acceptent plus. Au maximum, ils vont retarder, comme la Belgique a annoncé. Je ne sais pas, l'Allemagne si décide de retarder un peu. Non. Mais c'est clair que ça ne va pas changer. D'une autre façon, il y a des pays, et la Roumanie c'est entre ces pays, qui investissent dans le nucléaire pour le moyen terme. Nous visons à bâtir 2 réacteurs, 3 et 4 à Cernavoda, et aussi le projet des petits réacteurs modulaires avec un partenariat avec les États-Unis. Ça c'est clair pour nous.
avec des renouvelables, bien sûr. C'est clair qu'on va pousser beaucoup sur les renouvelables, on va accélérer beaucoup les renouvelables avec l'aide des fonds européens aussi, le fonds de résilience, le fonds de modernisation. Ça, c'est clair, ça serait important pour la Roumanie. Mais le nucléaire peut être une solution, ce n'est pas une énergie verte, je peux avouer ça, mais c'est une énergie qui ne fait pas des émissions et les déchets sont... Il y a des solutions. Et pour la sécurité, les choses sont changées beaucoup, donc ne soyons pas avec les cyberattaques inquiets. Et le nucléaire, il nous rend indépendants par rapport à la Russie de Vladimir Poutine? Oui. Pas autant que ça. L'uranium traité vient de 40% de l'Union, de la Russie et du Kazakhstan. Donc l'uranium, il doit être traité. On a le Niger, donc c'est vraiment une dépendance aussi internationale et qui est non plus fait dans l'Union européenne. Donc ça, je pense que le nucléaire, le présenter, alors c'est bas carbone, ok, mais ce n'est absolument pas clair ce que nous allons faire des déchets. Il y a un énorme problème avec la sécurité, nous le voyons tout le temps. Surtout dans les mouvements, on va dire, guerriers, c'est très clair, comme on l'a vu en Ukraine, mais aussi si le changement climatique va faire baisser l'eau dans les rivières, il va y avoir un vrai problème aussi pour faire refroidir les centrales nucléaires dans l'avenir. Donc c'est vraiment prolonger, j'arrive à comprendre, réinvestir dans cette technologie, c'est pour moi très difficile à accepter. Mais on ne peut pas compter seulement sur les renouvelables, ça c'est clair, c'est très difficile. Bien sûr, on aura le hydrogène aussi pour une partie de nos problèmes, mais on a besoin aussi d'une équilibration de temps en temps, donc un mix énergétique assez équilibré et important, sans fossiles. Donc pour la Roumanie au moins, le nucléaire restera une option importante, comme pour la France d'ailleurs. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. On passe au deuxième grand chapitre quand même pour l'avenir de votre point de vue d'écologiste, c'est l'agriculture durable et des sols débarrassés des engrais les plus polluants. Et là encore, si le blé ukrainien et russe vient à manquer, eh bien les Européens sont en train de se poser la question du productivisme, de produire donc pour nourrir les concitoyens à des prix raisonnables. Est-ce qu'on a d'ailleurs le choix finalement? Oui, on a le choix et je trouve que la discussion au niveau d'énergie est très difficile. Là, je dois vraiment, je suis aussi avec M. Busseuil, ce n'est pas facile de trouver des bonnes solutions. Par contre, au niveau agricole, ce qui se passe, c'est un vrai rollback, donc un vrai retour à d'anciennes croyances. On parle maintenant dans les commissions agriculture ici de sécurité alimentaire. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas que, par exemple, le blé qu'on importe en Union européenne, il y a plus de la moitié qui ne vont pas à des fins directement alimentaires. Ça va soit dans des pétrole vert, ou soit ça va pour nourrir des animaux dans des grandes industries de l'élevage. Et alors là, personne met le doigt dessus que si on mangeait directement un peu plus, donc une alimentation plus basée sur les plantes directement, protéiniques, parce qu'il n'y a pas seulement le blé, hein, il y a aussi le soja, il y a aussi le tournesol, le colza qui vient d'Ukraine. Si on ne nourrissait pas seulement, on va dire, les animaux pour manger beaucoup de viande, on pourrait aussi rééquilibrer. Donc en fait, on met un peu en avant la grande peur de la souveraineté alimentaire pour faire un retour en arrière, par exemple, sur les pesticides. Et par contre, les pesticides et les fertilisants, ils viennent d'où? Ils viennent du pétrole russe. Donc à la fin du compte, c'est un peu contre-productif de dire on va baisser, on ne va pas baisser tous ces engrais chimiques pour pouvoir contrebalancer ce qui se passe pendant la guerre. Et d'ailleurs, la Commission européenne a conseillé de remettre en service des terres agricoles en jachère pour doper la production de l'Union européenne, alors que ces terres sont au repos pour des raisons environnementales. Mais que va-t-il rester des engagements verts des Européens et de la stratégie de la ferme à la fourchette avec ce conflit russo-ukrainien? Moi, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va en rester, mais nous voyons, en fait, on va dire, les lobbies agricoles classiques, industriels, qui veulent tout ce qui a été, en fait, mis en place dans le cadre ici de l'Union européenne, avec beaucoup de discussions, remettre tout un peu en arrière. Comme si maintenant, on ne pouvait plus faire d'écologie, la biodiversité, c'est pas si important, les générations futures, on verra bien, il faut refaire du productivisme. Et moi, je dis, il faut changer de modèle alimentaire, il faut revenir plus local, il faut se nourrir de manière un petit peu différente, et nous n'allons pas mourir de faim en Europe si l'Ukraine ne nous donne pas de blé pendant quelques mois ou même quelques années. Je rappelle que vous croyez fermement et fortement au libre-échange, mais qu'on est dans un contexte un peu particulier. Nous, les Européens, on est en train de se rendre compte qu'on est très dépendants à ces exportations de céréales et de produits alimentaires. L'autonomie stratégique alimentaire, c'est ce que préconise la présidence française de l'Union européenne.
c'est moins de trajets polluants, en plus d'un certain point de vue, consommer local. Est-ce que c'est une piste plus durable? La présidence française est très ambitieuse, vraiment, et j'ai salué ça sur l'autonomie stratégique. C'est clair, ce n'est pas facile maintenant d'accroître la production interne. Bien sûr, on peut un peu changer les habits, on peut changer un peu la situation, mais c'est très difficile. Le gaz, on peut résoudre, on peut trouver des solutions. Le pétrole, un peu plus difficile. Et vous voyez déjà l'augmentation des prix sur le carburant. Et je ne vois pas de solution immédiate. Pour la sécurité alimentaire, encore plus difficile. Mais pour répondre aux demandes clés de notre débat d'aujourd'hui, le pacte vert reste. Le pacte vert est fort. Nous avons besoin du pacte vert. Les objectifs sont même plus importants et plus stratégiques maintenant. Mais pour des fermes aux fourchettes, on peut temporiser un peu, on peut voir un peu comment on peut arriver là. Mais le pacte vert reste. Maintenant, on va investir au niveau de l'Union européenne. On va bien sûr investir dans un changement immédiat, mais il faut qu'on garde en fait le pacte vert comme trajectoire pour devenir justement plus indépendant énergétiquement, mais aussi pour changer nos modes de transport. Là, on a quand même aussi un grand problème. Nous transportons des choses de droite à gauche. On pense que c'est pas très cher, mais c'est cher pour la planète. Et là, quand on est dépendant en fait du pétrole russe, on voit que c'est cher pour notre sécurité. On voit que la biodiversité, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et mettre les terres en jachère, c'est juste pour que ces terres puissent redevenir fertiles pour l'avenir. C'est pas juste parce qu'on met un label dessus. Donc, je pense qu'il faut garder, je suis d'accord avec vous, le trajectoire du pacte vert, absolument. C'est vraiment la base aussi de notre politique et c'est pour le futur de nos enfants. Mais il faut qu'on agisse courtement pour faire des sanctions qui font mal à Poutine et à la Russie. Voilà, merci à vous. Évidemment, on continuera à avoir ce débat au fil des semaines. Merci à vous de l'avoir suivi. Et vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.